la parole. On va... Allez-y. Ah, il y a beaucoup de prises. Oh là là, oh là 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 là. Bon, mais j'avais fait une promesse parce qu'il y en a qui s'étaient inscrits avant, donc. Jean Stanira, je suis pédiatre, membre de l'ERPS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'en suis à ma 10e interne. Donc, c'est vrai que j'ai vécu un... Il faut toujours démarrer par un gag pour être écouté. Et il y a, effectivement, je n'ai eu que des internes de sexe féminin. C'est comme ça. Il y avait besoin de ce catharsis. Merci, merci, vous m'écoutez maintenant. Non, je pense que réellement... Attendez, on va attendre que le... Non, mais c'est pas grave. Réellement, c'est un changement de paradigme et j'incite tous mes collègues à recevoir des internes, car le contenu de notre profession mérite d'être enseigné, d'être cadré et d'être dynamisé. Et en fait, je crois que là aussi, ce que les experts ont dit, c'est que c'est quand même un enseignement informel, c'est-à-dire on ne va pas faire un cours de management pendant notre cabinet, c'est évident. Par contre, par imbibition, l'interne voit ce qu'on fait et inversement. Et cet enseignement par compagnonnage mérite d'être vraiment diffusé. Deuxièmement, en région Rhône-Alpes, à l'époque, on a commencé, nous, il y a 9 ans, déjà par de l'enseignement théorique. C'est-à-dire, il y a un enseignement de pédiatrie libérale qui se fait tous les 3 ans, puisque c'est un cycle d'enseignement. Et ensuite, secondairement, depuis 5 ans. Donc, moi, je suis maître de stage. Troisièmement, juste, et pour ne pas monopoliser la parole, l'interne que j'ai aujourd'hui, elle est venue à Lyon parce qu'il y a des maîtres de stage en ambulatoire. Donc c'est pour vous dire que vraiment les internes, ils ont vraiment un regard absolument indispensable là-dessus. Merci beaucoup. Et le rôle des URPS doit être capital. Et je félicite la région Centre d'avoir mis en place cette formation. On va prendre plusieurs commentaires ou témoignages à la suite. Oui, non, mais on va essayer d'en prendre le maximum, donc soyez bref. Merci. Et allez-y. Oui, bonjour. Donc, docteur Cricaillotte, moi je suis... Tout le monde. Oui, bonjour, docteur Cricaillotte, je suis en Martinique. Je suis présidente de l'URML de Martinique et maître de stage universitaire. Et j'ai des internes depuis 1999, donc j'ai une petite expérience dans ce domaine-là. Je voulais simplement apporter dans... l'apport de l'URML, nous, on aide les internes, on a une salle informatique à leur disposition et on fait les études avec eux et on a mis à disposition tous les emails et on est en partenariat assez efficace avec la faculté pour justement aider, d'autant plus qu'aux les internes en Martinique, on a des difficultés dans l'organisation de l'université, donc l'URML apporte son concours aux internes. Donc ça marche bien, vous êtes contente? Alors, ça marche bien. Très bien en médecine générale. Nous, on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas encore d'interne de spécialité. Donc, j'espère que ça viendra et je sais que les spécialistes ont une grande envie, hors médecine générale, d'accueillir des internes dans leur cabinet. Merci. Eric Henry. Eric Henry, levez-vous, tout le monde est enchanté. URPS Bretagne, donc moi je dois en avoir eu 13 jeunes femmes et 2 mecs. Et la première est mon associé et tout le monde croit que c'est ma femme. Donc c'est assez rigolo. Donc non, je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans le compagnonnage. À l'heure actuelle, on est quand même dans un système où l'Internet, l'informatique, tout marche. Et je ne vois pas pourquoi nos étudiants sont enfermés dans des facultés pour devenir des rats de BU. C'est-à-dire que pourquoi doivent-ils localiser sur leur faculté? Alors que pendant les 3 premières années, jusqu'à la 4e, quand ils rentrent comme internes, ils pourraient venir dans nos cabinets. Moi, j'ai eu un rêve quand j'étais jeune, c'était d'être généraliste. On m'a pourri ma vie d'étudiant en me disant « mais non, tu vas faire cardio, mais non, tu vas faire neuro, mais non, tu vas faire pneumo, c'est minable, général ». Et j'ai fait généraliste. Et je ne vois pas pourquoi un étudiant qui s'est inscrit en première année pour passer le diplôme, il avait un rêve dans sa tête. On a tous eu un rêve d'être quelque chose d'un peu plus loin. Et bien, c'est ce rêve qu'il faut leur donner. Et dès la 2e année, on doit dire « tu veux être chirurgien esthétique ? Viens, je suis ton tuteur et je vais t'adresser à la France des chirurgiens esthétiques que je connais qui sont les meilleurs. Et tu ne vas pas rester en Bretagne, tu vas prendre l'avion pour aller à Lyon, tu vas prendre le train pour aller à Lille et tu vas passer des stages chez mes potes qui vont t'apprendre le métier que tu voudrais faire. Et c'est là que tu vas voir si tu es fait pour cette spécialité et si tu auras la capacité de le faire. Ce qu'il faut donc aussi à la terme, c'est revoir l'examen classant, qui ne doit plus être classant que sur de l'intellectualisme et sur notre capacité de mémoire, et qui doit être une grosse partie classante parce qu'on a fait des stages partout dans la spécialité qu'on voulait faire, et nos maîtres nous disent « oui, tu es bon et tu seras validé et tu auras 60% grâce à tes stages, et maintenant tu vas passer ton examen classant pour récupérer les capacités intellectuelles qu'on t'a données quand tu étais jeune et que tu prouves que tu as bossé ». Et c'est cette démarche qu'il faut que l'État mette en place.
Et effectivement, nos jeunes auront envie de faire le métier qu'ils avaient envie de faire. Parce qu'on arrive au bout de nos études et la moitié est dégoûtée parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce dont ils rêvaient. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, Vincent Rébeillé-Borgela, je suis secrétaire général de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis médecin généraliste et je suis maître de stage depuis 20 ans. Et je reçois à mon cabinet des externes, des internes niveau 1, des internes niveau 2. Et donc, je voudrais partager mon expérience et réfléchir sur la thématique de la table ronde. Je connais aussi la médecine des autres spécialités, parce que de mon entourage proche, des dermatologues, des gastro-entérologues et des anesthésistes. En tant que maître de stage, je reçois des externes, donc généralement ils sont en 5e ou 6e année, et il faut qu'on soit excellent maître de stage, parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire la promotion de la médecine libérale. Ils ne connaissent que l'hôpital, il faut qu'on leur dise qu'il y a autre chose que l'hôpital, afin que quand ils vont choisir au moment du classement de l'ECN, ils n'aient pas qu'un seul modèle. Donc on ne va pas simplement montrer ce qu'on fait nous en médecine ambulatoire, mais tout l'intérêt de la médecine libérale. Donc ça veut dire que dans la formation des maîtres de stage, il faut qu'on travaille aussi sur la pédagogie de la promotion de la médecine libérale. Et ensuite, le rôle des médecins libéraux dans la formation des jeunes médecins, on a parlé tout à l'heure de 2 niveaux. Le premier, c'est... comme Jean Stagnara l'a dit tout à l'heure, c'est vanter la richesse de notre exercice au quotidien de médecin libéral. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas forcément dans la logique de la gestion de l'entreprise. Si on leur en parle, ils l'oublient rapidement. C'est un peu comme l'informatique. On vous fait une démonstration informatique, vous croyez avoir tout compris, et si vous ne le mettez pas en application tout de suite, vous oubliez. Et c'est pour ça que le rôle des URPS intervient après. Et ce qu'on propose, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont des journées de l'installation. C'est-à-dire qu'au moment où les jeunes médecins ont décidé de s'installer, on leur propose des journées, on va leur expliquer toutes les possibilités économiques au niveau d'installation, les différentes structures qui peuvent exister, la problématique des gestions, les impératifs assurantiels. Et là, ils sont à l'écoute parce qu'ils savent que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils auront besoin de ça. Si on le fait trop tôt, on leur donne une culture générale, mais qui ne sert à rien dans l'application. Donc je crois qu'il faut qu'on soit excellent dans la formation, et qu'on soit vigilant en tant que responsable du RPS pour proposer des outils aux jeunes médecins quand ils vont s'installer pour faire diminuer la peur de l'installation. Merci beaucoup. Jean-Paul Ortiz. Oui, merci. Mettez-vous debout. Tu veux que je me lève? Jean-Paul Ortiz. Je pense qu'ici, tout le monde partage le constat. Je vais commencer par le constat, je poserai ma question après. Tout le monde partage le constat du fait qu'il est indispensable à la formation d'un médecin aujourd'hui, quel qu'il soit, en médecine générale comme en médecine spécialisée, d'avoir des stages en milieu libéral avec un encadrement, une formation, etc., etc. Mais allons plus loin. Cette table ronde, et vous l'avez dit, il manque un interlocuteur, c'est la faculté. On me dit les doyens n'ont pas pu venir. Je suis désolé, c'est un problème politique et de volonté politique. Les doyens n'ont pas voulu venir parce qu'ils n'ont pas voulu affronter la réalité. Et posons le problème aujourd'hui. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous héritons des ordonnances de 58 dont personne n'a parlé ici, qui a centré la formation des médecins en France sur un seul mode d'exercice, qui est celui de l'hôpital. Or, la faculté de médecine, c'est une école professionnelle. Il est donc indispensable qu'aujourd'hui nous cassions ce modèle, et c'est le moment de faire bouger les lignes. Pourquoi, et c'est ma question, en particulier à Olivier, que je connais bien, et à Claude Darcourt, et j'ai beaucoup aimé son discours, pourquoi ne remettons-nous pas en cause les ordonnances de 58, à l'instar de ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons, où les professeurs universitaires ne sont pas forcément des praticiens hospitaliers des CHU et sont bien souvent des médecins exerçant dans le milieu libéral ou privé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous auriez dès le premier, dès le second cycle, des enseignants qui sont des médecins libéraux et le problème des stages ne se poserait plus en ces termes-là. Et aujourd'hui, c'est bien ça dont nous héritons et c'est bien ça qu'il faut remettre en cause courageusement, parce que ce n'est pas un débat facile, parce que chacun est extrêmement soucieux de son précaré, mais l'absence des doyens de ce point de vue-là, elle est symptomatique. Oui. Je peux répondre? Alors, Olivier, oui, allez-y. Non, mais puisque mon ami Jean-Paul m'a posé une question, je vais y répondre. Ce que tu viens de dire, c'est... Alors, je vais oser, je ne sais pas si j'aurai un gilet pare-balles après. C'est ce que je pense profondément.
Je n'étais pas en médecine en 58, je veux dire, c'était peut-être nécessaire, mais depuis, mais oui, mais bien sûr, mais depuis, moi j'ai un peu été, comme beaucoup d'entre vous, à l'étranger, et c'est ce que j'ai retenu, c'est totalement décalé maintenant. C'est une de mes motivations. Si j'ai investi beaucoup là-dedans, c'est une de mes motivations. Je vais être très franc. Ça n'est pas parce qu'on est, ça s'appelle PUPH maintenant, qu'on a une appétence majeure pour l'enseignement ou qu'on est très bon pour l'enseignement. C'est une obligation pour accéder à certaines fonctions hors milieu hospitalier. Il faut sortir de ça. Il faut de la même manière bénéficier des aptitudes d'enseignement de collègues qui ne sont pas à l'hôpital. Ça veut dire qu'il faut changer, il faut évoluer. Quand je dis, et je vais aller plus loin là, c'est entre guillemets le statut du médecin dont on parle. Je vous ai laissé le lancer. C'était sur mes quelques notes prises à la main, le statut des médecins, et c'est ce que nous devons, avec nos jeunes, c'est ce que nous devons construire. On parlait tout à l'heure de ce que je faisais, la maîtrise de stage chez Libéraux, avec Liliane Cray, pédiatre et tout. On y travaille à la FSM. C'est ce qu'on souhaite. Moi, c'est ma volonté. Alors, je reviens sur les doyens. Il y a des doyens qui pensent comme ça. Il n'y en avait pas il y a quelques années. Il y en a. Il y a des présidents d'université qui vont poser problème, certains médecins, par rapport à ça, parce qu'ils sont, avec toute leur intelligence, archaïques. Mais il faut changer. Une des dernières fois où j'ai été à la conférence des directeurs du FR, j'ai vu que les choses avaient beaucoup changé. J'ai vu qu'ils ont voté que ce qu'on faisait à la FSM, c'était alors ça ne veut pas dire que tous soient d'accord, mais qu'ils l'ont voté. Et j'ai été étonné de voir, alors c'est ça quand on vieillit, j'ai vu un doyen grand en taille qui levait le doigt lorsque je présentais ma vision des choses et qui a dit « Ah, ça me fait plaisir, ça me rappelle quand j'étais son externe, il y a, etc. » C'est un doyen de province, d'une petite ville, mais les choses évoluent quand même. Mais il faut, c'est là le vrai sujet. Excusez-moi d'avoir repris la parole. Oui. Alors Jean-Paul Hamon. Oui, vas-y, Ivana. Que je lève le bras. Pas de problème. Donc, Place aux femmes. Voilà, exactement. Bonjour, donc, je suis Yvan Odo, je fais partie de l'URPS Bretagne. Et je voulais poser une petite question à monsieur de Charlat, qui nous dit donc qu'il a un partenariat avec la faculté de Nantes pour tout ce qui est gestion d'un cabinet. Je voulais savoir le coût de la chose et qui le payait, parce que j'ai un souvenir, moi, j'ai fait mes études à Nantes. J'ai deux souvenirs. Celui d'avoir demandé d'avoir des cours d'anglais médical à la fac. On m'avait répondu non, c'est trop cher. Et ensuite, j'ai un souvenir d'avoir demandé d'avoir des cours de gestion d'un cabinet médical, puisque moi aussi, c'était la médecine générale qui était ma vocation et pas une spécialité. Donc, rapidement, je me suis retrouvée en ville. J'ai fini mes études le 1er novembre. Je me suis installée le 7 février de l'année suivante. Et je suis arrivée dans un cabinet où je ne connaissais absolument rien à la gestion d'un cabinet médical. Heureusement, j'avais un associé très opérationnel. Mais je rejoins là David Makeda et toute la région Aura. Ce sont les URPS qui sont obligés de mettre ça sur pied. Alors, qu'il y ait un partenariat avec la fac, c'est super. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que c'est la fac qui paye ou est-ce que c'est l'étudiant qui doit payer ses cours? Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous Bassement sommes... matériel. Voilà. Hein. Je disais, nous ne sommes pas encore là, puisque nous sommes en création. Ce qu'on voudrait arriver à développer, c'est quelque chose de pérenne. Pour l'instant, nous sommes dans des traitements à cas par cas. Nous sommes parfaitement prêts, d'autant qu'une des spécialités de NASCIA, c'est l'hybridation des compétences. Donc on fait beaucoup de choses avec Centrale Nantes, avec l'école d'architecture, avec la fac de droit, donc on peut développer des choses. Mais notre modèle économique, il est que c'est la personne, aujourd'hui, c'est que la personne qui vient chez nous paye sa scolarité. D'où l'intérêt, si on arrive à développer des choses
avec des facultés, avec des prises en compte des salaires des professeurs, c'est quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent chez nous, ils payent les frais de scolarité. Donc alors les gens disent effectivement que c'est cher, c'est onéreux, hein, et ça, de manière objective, c'est tout à fait le cas. Le modèle des business schools, il a été bâti là-dessus depuis, je dirais, Audencia a un siècle. Hein, donc un siècle, c'est qu'on n'a jamais eu de subvention, et celles qu'on avait des chambres de commerce sont réduites à zéro en ce qui me concerne à partir d'année prochaine. Donc on est obligé d'avoir des modes de faire financer la formation qu'on donne par les participants. On a bien compris. Et c'est pour ça, non, je finis juste de dire, parce que c'est presque un point de vue méthodologique, c'est que les gens qui font des formations le voient comme des investissements. C'est uniquement ça qui sous-tend. Sauf si on arrive à développer, et ça avec le monde universitaire, la prise en charge des compétences des professeurs dans des cursus universitaires. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Mais vous pensez que l'université, avec un grand U, déléguera une société privée de formation ? C'est ce qu'on appelait un peu l'alignement des planètes. Nous, on n'a pas d'ambition de prendre le travail de quiconque, mais s'il s'avère, et ça semble quand même être le cas, qu'il y a des compétences de formation qu'il faut délivrer, nous, on est là pour ça. Après, trouver le modèle économique particulier, c'est quelque chose qu'on peut faire autour d'une table. Alors, gestion, d'accord. Alors, très rapidement, parce qu'on on a un quart d'heure encore, donc assez rapidement, et puis vous commentez sans forcément qu'il y ait de réponse. Il y a 2 ans, j'étais à une réunion à Tours et j'ai vu arriver une tête que je connaissais. C'était un de mes premiers externes qui est maintenant grand-père. Donc ça fait un moment que je reçois des étudiants. Ça fait un moment que je reçois des étudiants et que je suis persuadé de la nécessité d'avoir des étudiants chez soi. J'ai entendu Claude Darcourt dire que la culture de départ n'est pas la même. Si on veut modifier les cultures, il est impératif que le cursus universitaire, dans le cursus universitaire, il y ait un stage obligatoire en libéral, quel que soit l'exercice qu'on va faire, soit libéral, soit hospitalier. On n'oubliera jamais son stage en libéral quand on l'aura fait. C'est capital si on veut rapprocher la ville de l'hôpital. C'est la première chose. On va avoir besoin de 15 000 mètres de stage. Il est capital de simplifier. Il est capital de simplifier la maîtrise de stage. Accepter d'avoir un regard sur sa pratique, ça vaut toutes les évaluations du monde. Toutes les évaluations du monde. C'est capital de simplifier la maîtrise de stage. Qui est ensuite des stages, etc., pour les stagiaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est important, c'est capital de simplifier la maîtrise de stage. On a parlé du coût. Vous avez parlé du coût des ARS tout à l'heure. Marie-Jo Renaudi a mis 20 000 € par stage, pour stagiaires issus des milieux hospitaliers. C'est important de financer ça. Ça peut être pris sur les milieux hospitaliers, il n'y a aucune raison. À partir du moment où, dans le cursus, il y a 6 mois, 1 an, non, mais c'est votre boulot, hein, c'est votre boulot. Là, il y a du monde ici pour décider ça. Et c'est capital que la maîtrise de stage soit également valorisée, c'est tout. Sinon, on va claquer. Merci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a le micro ? Allez-y. Xavier Gouillot-Beauchamp, Le Bloc et région Aquitaine. Ma question, c'est pour Dominique Angalinck. Là. Quand j'étais interne dans les années 80, notre patron nous laissait beaucoup d'autonomie. Et quand on avait une opération qui n'était pas franchement réussie, ou parfois même franchement ratée, il pouvait dire aux patients, bah oui, c'est pas terrible, mais il faut bien que mes internes s'apprennent. Et à l'époque, ça suffisait. Et si j'étais maître de stage en orthopédie en 2017, je doute que cette réflexion suffise à calmer les patients. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu gères le risque médico-légal ? Je ne parle pas en consultation, je parle opératoire. Si tu les laisses faire des thyroïdectomies et qu'ils se payent un récurrent, comment tu gères ça ? Ça marche ? Non, mais il y a manifestement une prise de risque. Hein. Les questions assurantielles, elles sont réglées. C'est-à-dire que l'interne qui vient en stage, il signale à son assurance qu'il est en stage en libéral, et le maître de stage en libéral signale qu'il est maître de stage. Moyennant quoi, l'assurance prend en charge les aléas, qu'ils soient médicaux, technicaux ou chirurgicaux. Donc sur le plan purement, je dirais, assurantiel, on peut dire que la question est réglée. Comment ?
Qu'est-ce qui paye comme assurance l'interne? Si, on demande à l'assurance, nous on demande à l'interne, notre interne actuellement, a pris une assurance auprès de la compagnie pour être assurée pour les risques qu'elle prend. Oui, mais alors il paye 15 000, 20 000 euros d'assurance pour les 6 mois de... Non. Donc l'assureur l'assure pour 150 euros un risque opératoire? C'est symbolique. La responsabilité reste partagée. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent et qu'on ne fait faire à l'interne ce dont on est sûr qu'il sache faire. Donc c'est une courbe d'apprentissage, comme à l'hôpital. Sauf que le praticien libéral, il prend peut-être un peu plus de risques. Mais il faut peut-être savoir les prendre, avoir confiance en la personne qu'on a. C'est pour ça que je vous disais que initialement, l'interne, on l'observe pendant un mois. Ça, au bout d'un mois, on a tout de suite trouvé. Moi, l'interne qu'on a eu actuellement, on est 3 collègues. En plus, on n'est pas le seul à juger, on a 3 maîtres de stage. Donc, l'interne qu'on a actuellement, elle est arrivée dernier semestre. Bon, on a dit, tiens, vas-y, tu vas commencer par poser des diabolos, Bon, quand on a vu que poser un diabolo, c'était pas vraiment un truc automatique, que le plan de l'amidectomie n'était pas toujours respecté, on s'est dit, bon, là, on va attendre un petit peu, quoi. Voilà. Et puis, si on a un gars qui arrive et puis qu'on nous laisse nous aider sur une lobotomie et qu'il fait ça sans problème, on a un petit peu plus confiance. Je crois qu'on peut pas... Il n'y a pas de solution miracle. Nous-mêmes, quand on fait un problème, on a un problème. Et après, on l'explique au malade comme lui l'expliquera au malade. Olivier, mais souvent, la présentation... Non, mais c'est très important. Oui, mais Olivier Lepentier voudrait... Alors, il y a une chose très importante, c'est que les malades que notre interne opère en autonomie, supervisée, c'est souvent elle qui les a vus en consultation avant. C'est-à-dire que c'est très important qu'elle soit... Les gens considèrent que c'est leur médecin au départ. Et nous, on est là en appoint et en accompagnonnage. Et ça, je pense qu'il faut procéder comme ça si vous ne voulez pas avoir d'ennui vis-à-vis des patients. D'accord. Alors, Olivier Lepentier voulait réagir. Oui, très rapidement. En fait, je pense qu'il y a deux cas à séparer. Il y a le cas où l'interne a déjà sa licence de remplacement et le cas où il n'a pas sa licence de remplacement. Quand il y a la licence de remplacement, en effet, souvent, il a déjà souscrit à une assurance et c'est il y a des assureurs dans la salle donc qui seront plus à même de répondre, mais c'est un contrat type d'assurance. Et par contre, quand on n'a pas notre licence de remplacement, en général, on n'est pas forcément assuré pour le même type d'activité. Et à ce moment-là, c'est vrai que toute la question de la responsabilité se pose et d'un point de vue purement légal, mais là aussi, il y a des gens qui me connaissent beaucoup plus que moi, normalement, on ne peut pas contraindre un étudiant à souscrire une assurance pour avoir une activité particulière. Donc c'est un peu compliqué et c'est un peu... Voilà, je pense que il faut faire attention, en effet, la question était très... Je voudrais donner une petite précision. Non, mais c'est important, ça c'est un point. Avec la réforme, vous allez avoir des internes de spécialité qui seront plutôt sur des phases de consolidation. Donc, ce sera souvent des internes taisés. Ils sont déjà taisés, dont le problème n'est pas le même que ceux qui sont encore en phase d'approfondissement. S'ils sont en fin de phase d'approfondissement, on tombe dans ce que je disais tout à l'heure. S'ils sont en phase de consolidation, ce sont déjà des médecins. D'accord. Alors, Monsieur Vermèche. Alors, Philippe Vermèche, syndicat des médecins libéraux. On est dans une situation paradoxale en France, parce que je vous rappelle quand même, tout le monde aujourd'hui dit les internes ne s'installent pas. Il faut qu'on en arrive à une pénurie médicale dans le pays pour se poser la question de ce qu'il faut faire. Je vous rappelle qu'en France, la jeunesse française est une des jeunesses qui a le plus soif d'innovation et d'installation dans le libéral et de l'entreprise. Il n'y a que dans le secteur de la santé où les gens ne vont pas dans le libéral. Donc tout ça, c'est la conséquence de 30 ans et ça passe par la formation, d'ignorance du monde libéral et d'hégémonie de l'hôpital et de l'université. Donc il est grand temps aujourd'hui qu'il y ait quand même une prise de position politique qui aide à cette façon de faire, dans le sens où il faut que les libéraux réinvestissent dans l'université. Rien que sur les maquettes de formation aujourd'hui, les libéraux ne sont pas associés aux maquettes de formation, ce sont les universitaires. Donc il faut absolument qu'il y ait quand même une position politique qui aide les libéraux à prendre position. D'accord. Jean-Louis Bensoussan, derrière, et après, allez-y.
Allez-y. Patrick Carlioz. Effectivement, il faut faire une révolution, mais la révolution, soit vous descendez dans la rue et puis vous prenez, comme on a essayé de le faire en 83 et en 96, on a fait déjà beaucoup de révolutions en médecine, ça n'a pas marché. Donc il faut faire des aménagements. Il y a 3 parties. Le premier, l'hospitalocentrisme. Les coordonnateurs. Comment ça se fait qu'on a un système bicéphale, mais on n'a qu'un coordonnateur universitaire? Il faudrait que la décision de maître de stage soit faite de façon conjointe, c'est-à-dire par un coordinateur libéral et par un coordinateur universitaire. L'exemple typique, moi, ancien PUPH, j'ai fermé la porte des hôpitaux très rapidement, à tort, parce que si on ne reste pas 2 ans, on n'a pas le titre. Bon, j'ai fermé la porte. Je suis arrivé dans le libéral. À 36 ans, je pouvais former des internes, faire passer des thèses. Le jour d'après, je ne pouvais plus rien faire. Et pendant 30 ans, je n'ai plus rien faire. Donc on est devant un blocage universitaire systématique qu'il faut. Le deuxième, c'est le blocage financier. Les MIGAC, l'arrêté du 17 mars 2017 a fixé les MIGAC à 6 558,2 millions de centimes. 92,8% de cet argent va à l'hospitalocentrisme. On pourrait quand même bien prendre un peu de cet argent, 6 553,707 millions pour payer les internes. Et enfin, le troisième, il faut faire des efforts partout, c'est le secteur libéral. Quand on est maître de stage en spécialité, je ne connais pas, ce n'est pas le cas en médecine libérale, en médecine générale, parce qu'ils sont surtout en secteur 1. Mais quand on est médecin de stage en secteur 2, qu'on ait au moins l'honnêteté, puisqu'on prend le patient en état de patient pour un étudiant, de ne pas prendre de dépassement d'honoraires, de faire comme à l'hôpital. Donc il y a 3 piliers, et ces 3 piliers, il faut qu'ils travaillent conjointement pour faire évoluer. Merci. Jean-Louis Bensoussan. Alors attends, c'est moi qui ai le micro, donc j'y vais. Jean-Louis Bensoussan, URPS Alors, dernière Occitanie. intervention avec madame. Alors. 2 remarques, une qui complète ce qui a déjà été dit, mais juste pour la préciser. Je crois que si les généralistes ont réussi, en se bagarrant pendant 30 ans pour l'obtenir quand même, on réussit quelque chose, c'est parce que d'emblée, on a eu la notion de mettre en place une filière de médecine générale de bout en bout. Et je pense que les autres spécialistes doivent absolument avoir cette notion, avec des chefs de clinique qui sont des médecins libéraux, généralistes, libéraux installés en cabinet, avec des professeurs de médecine générale qui sont des professeurs installés en cabinet libéral. Et tant qu'on n'a pas cette réflexion sur la filière complète, je pense que ça ne fonctionnera que de manière un petit peu bancale. Première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est pour le président de l'ISNI. Je n'ai pas très bien compris l'exercice multisite. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à ce qu'on essaye difficilement de mettre en place, qui va être de travailler sur un territoire avec une équipe, avec des CPTS ou autres? S'il pouvait m'expliquer un petit peu mieux cette notion de multisite. Et la troisième remarque, c'est juste pour mon ami Maurice. On travaille en très bonne entente, mais nous ne sommes ni frères ni cousins. Merci. Mais vous êtes occitan, alors bon. Alors, Olivier Lepentier, une précision. Pour répondre très rapidement, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire un exercice au CHU, de pouvoir faire un exercice en clinique privée et de pouvoir exercer dans un cabinet, en ville, ailleurs. Donc sur plusieurs sites, sur plusieurs lieux d'exercice différents, avec plusieurs types d'activités différentes. Une précision ici. Jean-Louis. Excusez-moi, là je réponds. Par exemple, on va avoir une assistante partagée dans la maison de santé pluridisciplinaire universitaire où je travaille actuellement. On va avoir une assistante partagée qui sera à mi-temps sur l'hôpital et la moitié de son assistanat se passera dans cette maison. Dernière intervention, si vous êtes d'accord. Oui, oui, oui. Juste 2 petits mots, Parfait. Frédéric Cordet. Non, je fais la dernière intervention. Alors l'avant-dernière. Voilà. Alors 2 dernières, allez. Voilà. Moi, je voudrais dépasser les aspects techniques, organisationnels que vous avez tous évoqués et plutôt revenir et me tourner vers le directeur d'Audencia, M. Peredio de Charlat, sur le goût d'entreprendre et sur la frilosité que j'observe malheureusement et avec beaucoup de tristesse quand je rencontre certains jeunes dans nos régions. Et qui sont pourtant passés par des stages en médecine libérale, et je parle notamment des généralistes, et j'observe vraiment une très grande frilosité au risque entrepreneurial, à cet esprit de prise de risque et à l'envie de créer son cabinet, de créer son entreprise médicale. Et là, je voudrais me tourner vers vous, monsieur, pour me dire, est-ce que nous avons une génétique particulière? Est-ce que ce sont les 9 ans de casserole hospitalière
qui nous rendent nos jeunes aussi frileux et aussi peu enclins à s'installer? Ou est-ce que vous avez, vous, une solution pédagogique pour leur redonner cette envie? Il y a un biais de sélection, de toute façon. Alors, j'ai trop peu de recul et trop peu de cas, puisqu'on fait des traitements au cas par cas pour savoir si les médecins ont spécifiquement une frilosité à s'investir. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dans le programme Grande École d'Audencia Business School, nous avons en dernière année une majeure qui est réservée aux étudiants qui, au cours de leur scolarité, ont développé une appétence pour l'entrepreneuriat et que cette filière est pleine en permanence. Et que nous avons derrière des incubateurs. Donc la notion d'entrepreneuriat est quelque chose qui, dans les jeunes qui actuellement ont 21, 22 ans, tout à fait prégnante. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur plus on pourra présenter dans des cursus, alors que ce soit médecine ou autre, les différentes options, les différents devenirs possibles aux étudiants, plus ils pourront éventuellement développer de l'appétence pour une voie. Ceux qui décident d'être entrepreneurs, c'est à 22 ans, ça fait 2 ans qu'ils mûrissent le projet et ils décident de se lancer. Dernière intervention et puis un petit mot de conclusion, M. Darcourt. Voilà, je vais très vite. Frédéric Cordet, URPS Nouvelle-Aquitaine. Pour monter des stages en spécialité, il faut le soutien des internes. Il faut donc que les gens qui veulent monter des dossiers aillent voir les représentants des internes. Leur soutien permet d'avoir après le soutien des ARS. 2, tant que ce n'est pas obligatoire dans les maquettes, le stage en libéral en spécialité, on sera soumis au dédain des universitaires et au bon vouloir des ARS. 3, il ne faut quand même pas rêver. On ne va pas trouver partout des équipes motivées pour monter des stages en spécialité. Donc soyons prudents. Voilà, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vérifier que vous avez derrière vous des gars qui sont OK pour monter des terrains de stage. Voilà. Jean-François Le Poder, vice-président du RPS Bretagne. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, je souligne tout à fait ce qu'a dit le docteur Odo. Il est important aussi d'avoir l'accès aux langues étrangères. Vous n'en avez pas parlé. Hein, bon. Le breton, il y a. Si vous voulez, on peut continuer en breton, c'est pas un problème. Donc, la chose, c'est les langues étrangères, c'est très important. Hein. Certes, à Nantes, c'était pas enseigné. Moi, j'étais à Paris, donc à la Salpêtrière, on avait un cours d'anglais médical tous les mercredis après-midi. Mais en fait, c'est pas vers l'anglais que je me suis orienté, c'est vers l'allemand. Hein. Et donc, moi, je crois qu'il faut donner aux jeunes l'envie vraiment d'apprendre, d'aller à l'étranger, de faire ce compagnonnage dont Éric Henry a parlé en France directement. Mais moi, j'incite d'aller vers l'étranger. Parce que vers l'étranger, vous passerez à côté de ces problèmes de loi de 1958. Hein. On vous laissera faire un certificat de cardiologie où vous aurez accès à toutes les techniques, c'est-à-dire que vous saurez obligatoirement savoir faire des coronarographies, poser des pacemakers, des défibrillateurs, des ablations, alors qu'en France, cela est tout à fait impossible si vous êtes destiné au libéral. Ça sera réservé uniquement qu'aux hospitaliers. Merci. Merci beaucoup. Un mot de conclusion de Claude Darcourt. Alors, vous vous sentez motivé, là, quand même. Motivé. Nous n'échappons pas à cette réalité, c'est qu'on est un vieux pays de la vieille Europe et qu'on est en tension permanente entre ce que l'on voit en benchmark à l'extérieur, ce que l'on a envie de faire, et puis ce que notre culture nous permet de faire. C'est cette tension qu'il faut arriver... Vous êtes au cœur de cette tension, c'est pour ça que votre métier est si passionnant. Et le sujet traité, il est au cœur de cette tension. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Alors, il faut inlassablement en discuter. Et j'allais dire aux organisateurs de ce type de réunion, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la séance de l'année prochaine et quelle est la composition de la salle qu'il faut avoir cette fois-ci. Des universitaires. Merci beaucoup. On a le droit à 25 minutes pour se rencontrer, boire, voir les stands, etc. Et on se retrouve à 11h15. Mais oui, c'est pour ça que je me disais. Il a bien commencé, les gars, là.